Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Véronique Landry et je suis conseillère en transfert des connaissances chez M361. M361, c'est une organisation qui travaille à l'amélioration de la santé des Québécoises et des Québécois par la mise en place de stratégies sociales. Parmi nos stratégies sociales, nous avons la stratégie 100 degrés. 100 degrés, c'est une communauté de gens qui sont réunis pour ensemble transformer les collectivités pour les rendre plus favorables à la santé humaine et environnementale. Le webinaire de ce midi est également offert en collaboration avec une autre de nos stratégies, qui est celle de la lancée, une mobilisation en branle depuis 3 ans pour l'avancement des filles et des femmes dans le sport, l'activité physique et le plein air. Je suis en compagnie de ma collègue Élodie, qui est à la technique et au clavardage. Donc, merci de votre présence. Que vous soyez professionnel, citoyen, parent ou du milieu communautaire, du milieu scolaire ou du milieu de la santé, ça nous fait très plaisir de vous savoir nombreux et que vous soyez donc intéressés par la santé globale des adolescents et des adolescentes. Sachez que pour orienter ce webinaire, nous avons travaillé avec des experts que je vais vous présenter dans quelques minutes, mais aussi avec les questions que vous nous avez envoyées en vous inscrivant et que donc ça a orienté le contenu de notre webinaire. Alors d'ailleurs, on aura sans doute la place pour poser quelques questions dans le troisième bloc. Sachez que le webinaire aussi est enregistré. Elodie va mettre dans le clavartage la page qui va rassembler, donc, et qui va vous permettre de revoir l'enregistrement de ce webinaire, mais aussi dans laquelle vous trouverez toutes les ressources dont il sera question, notamment le rapport complet de l'Institut et des ressources qui vous seront partagées pour l'intervention et concernant la santé des adolescents. Alors, notre heure se découpera en 3 blocs. Nous verrons donc les faits saillants. Ensuite, nous verrons des éclairages du terrain et de la recherche et des recommandations. Et nous aurons sans doute le temps pour des questions. Sans plus attendre, je vous présente nos panélistes. Alors, je suis en compagnie de Chantal Duplain. Chantal est conseillère stratégique à l'Institut de la statistique du Québec. Elle participe à la transmission des savoirs et des statistiques qui sont produites par les spécialistes de l'Institut. Chantal nous parlera des... Bonjour Chantal. Chantal va nous parler des faits saillants et de la troisième édition de l'enquête sur la santé des jeunes du secondaire. Alors, on est très heureux de l'avoir avec nous et de l'accueillir. Merci Chantal. Très contente d'être là. Pour avoir un éclairage du terrain maintenant et de tirer des pistes d'action innovantes, on a demandé à Geneviève Leduc, qui est conseillère principale au programme chez Filles Actives, de se joindre à nous. Filles Actives, c'est un organisme expert de l'activité physique des filles au Québec. Il est connu par son programme phare qui est déployé en parascolaire dans les écoles. Bonjour Geneviève et merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis finalement, pour un éclairage précieux du milieu de la recherche, on est en présence de Virginie Gargano, qui est professeure en travail social à l'Université Laval. Elle est spécialisée en contexte de nature et d'aventure. Bonjour Virginie et merci d'être avec nous. Bonjour. Donc, sans plus attendre, commençons avec ce premier bloc dans lequel nous verrons les faits saillants de l'enquête. Je vous mets un peu en contexte. Donc, l'enquête sur la santé des jeunes secondaires a débuté en 2010. L'Institut de la statistique du Québec vient tout juste de publier la troisième édition. Je le rappelle, c'est une enquête qui a été réalisée auprès de 70 825 jeunes dans 483 écoles publiques ou privées, francophones et anglophones du Québec. C'est assez phénoménal comme quantité de données et puisque c'est depuis 2010, donc ça permet d'avoir une certaine vue sur l'évolution de la santé des adolescents et des adolescentes au cours des 15 dernières années. Donc, Chantal, ma première question pour toi, c'est parmi les faits saillants, quelles données, tu penses, devraient attirer notre attention? Bien, je peux commencer par vous parler de la perception de la santé. Alors, dans notre enquête, on a demandé aux jeunes comment ils percevaient leur propre santé et on voit une diminution de 10 points de pourcentage là, des jeunes qui se perçoivent en très bonne ou en excellente santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les enquêtes populationnelles comme celle-là,
on utilise souvent la perception de sa santé comme un indicateur du bien-être mental, physique et social. Il sert à prédire l'utilisation future là, des services de santé. Normalement, c'est un indicateur assez stable dans le temps. Quand ça bouge, ça nous indique qu'il se passe quelque chose qu'on doit y porter une attention. Si on compare les garçons et les filles, ce qu'on voit, c'est que 54 des filles s'estiment en très bonne ou excellente santé en 2022-2023 là, pour cette édition-là de l'enquête, alors que c'est 70 des garçons. On voit donc là, une disparité là, entre les genres. Donc, ça peut déjà nous mettre, c'est ça, c'est déjà des données qui sont préoccupantes. Est-ce que tu peux nous donner des faits saillants qui concernent spécifiquement la santé mentale qui ont été observés chez les adolescents? Oui, ben, je peux vous parler de la proportion des jeunes qui ont reçu un diagnostic de trouble anxieux. Là, cette proportion-là a doublé depuis 12 ans. Si on s'attarde au genre là, spécifiquement, c'est 29 des filles et 11 des garçons qui ont reçu un diagnostic de trouble anxieux. Évidemment, quand on voit ces résultats-là, on se demande ce qui peut bien se passer. Notre rôle à l'ISQ, c'est de faire un portrait chiffré là, de différents phénomènes, mais nos données ne nous permettent pas vraiment de fournir des explications d'un point de vue strictement statistique, mais on peut quand même avancer quelques hypothèses là, basées sur la littérature scientifique. Premièrement, on peut penser qu'il y a une plus grande acceptabilité sociale autour de la santé mentale, qu'il y a moins de tabous à en parler. Il y a aussi plus de prévention là, qui a été fait sur cet enjeu-là au cours des dernières années, ce qui fait que les jeunes sont plus en mesure d'identifier les symptômes de troubles anxieux et donc potentiellement là, de consulter. Sinon, comme on voyait, là, comme on voit dans le graphique, on voyait déjà une augmentation entre 2010-2016, donc avant même la pandémie. Est-ce que les écrans et en particulier les médias sociaux là, ont pu avoir une influence sur les troubles anxieux? Ben ça, la communauté scientifique pourra creuser la question parce que les données de notre enquête sont disponibles là, dans nos centres d'accès de données de recherche là, de l'ISQ. Donc, c'est des hypothèses qu'on peut émettre, mais donc on pourra suivre en tout cas certainement l'évolution au cours de la 4e édition de l'enquête. Merci. Puis maintenant, si je te demande une donnée qu'il faudrait se préoccuper, mais maintenant sur le plan de la santé physique. Oui. Ben, il y a un indicateur qui est un incontournable, c'est celui justement de l'activité physique. On voit que plus de jeunes sont inactifs dans leurs loisirs et leurs transports et que c'est plus marqué chez les filles que chez les garçons. Donc, c'est 27 des filles en 2022-2023 et 20 des garçons qui sont inactifs dans leurs loisirs et leurs transports. On sait que la pratique régulière d'activité physique joue un rôle important dans la santé osseuse, musculaire, dans l'estime de soi. Elle a aussi un effet positif là, sur la qualité de vie, sur la santé mentale. Et dans plusieurs de ces domaines-là, on voit que les filles ont plus de défis. Puis plus généralement, est-ce qu'il y a d'autres faits saillants qui se dégagent de la 3e édition? Bien, il y aurait énormément de choses à dire, mais je peux peut-être vous parler du sommeil. Donc, pendant la semaine d'école, environ la moitié des jeunes dorment moins que le temps recommandé, alors que c'était le tiers en 2016. En proportion, les filles dorment moins que les heures recommandées. C'est 52 des filles comparativement à 44 des garçons. Si on regarde du côté du temps écran, le quart des élèves passent habituellement 4 heures ou plus par jour devant un écran pour les communications et les loisirs. C'est 28 de filles, 23 de garçons qui passent 4 heures ou plus par jour là, devant un écran. Et on a observé dans l'enquête un lien entre un temps d'écran élevé et la proportion de jeunes qui dorment moins que le temps recommandé. Sinon, un autre indicateur intéressant qui a été mesuré dans l'enquête, c'est les aptitudes des jeunes pour les relations interpersonnelles, là, c'est-à-dire la facilité à se faire des amis, à être à l'aise lors d'une activité de groupe et le fait de bien s'entendre avec les jeunes de son âge. Ce qu'on voit, c'est une baisse des aptitudes pour les relations interpersonnelles depuis 12 ans. En 2010, 75 des jeunes avaient des aptitudes élevées pour les relations interpersonnelles. En 2022-2023, c'est 56 d'entre eux. Aussi, c'est intéressant de mentionner que, de manière générale, on voit que le soutien social peut avoir un effet protecteur sur plusieurs indicateurs de santé. Par contre, on remarque que le soutien social a diminué depuis 6 ans.
On parle autant du soutien des parents que des amis, de l'école ou de la communauté. Alors, il y a certainement une piste à explorer de ce côté-là. Donc, c'est intéressant de voir que le soutien social, pardon, aurait potentiellement un effet protecteur. Je pense qu'on va y revenir dans notre deuxième et notre troisième bloc. Ça nous interpelle aussi parce qu'on a dans notre auditoire ce midi des gens donc du milieu scolaire, du milieu de la santé, des parents sans doute, des citoyens. Donc, merci. Chantal, j'ai envie de te demander de conclure ce bloc-là, ce premier bloc-là, en te demandant peut-être qu'est-ce qui se dégage globalement, un constat concernant la santé des adolescentes en particulier. Bien, à la lumière de nos résultats, on voit que les filles se démarquent là, des garçons sur plusieurs indicateurs de santé. C'est souvent au désavantage des filles. Par contre, c'est important quand même de dire qu'il y a plusieurs indicateurs qui vont aussi dans la bonne direction, comme la consommation d'alcool, de drogue, de tabac, la malbouffe, là, tout ça, ça a diminué depuis 12 ans. Donc, quand même des bonnes nouvelles Au au fond. travers. Donc, ouais, excellent. Merci Chantal de nous avoir relevé là, les faits saillants de l'enquête. Maintenant, on va aller voir avec un éclairage, disons, sur le terrain. On va discuter avec Geneviève et Virginie pour le prochain bloc. Ben, d'abord, j'ai envie de demander, Geneviève, chez Filles Actives, c'est vraiment votre public cible. Donc, comment vous avez reçu ces données-là? Bon, on remercie d'abord l'Institut de la statistique du Québec de nous fournir cette qualité de données, cette qualité d'information. Nous, chez Filles Actives, on s'intéresse particulièrement aux filles, aux adolescentes. Notre mission est d'amener les adolescentes à être actives pour la vie parce que, comme Chantal l'a dit, hein, le fait de pratiquer une activité physique régulièrement, c'est vraiment un outil précieux pour se sentir bien. On sait que les filles pratiquent moins l'activité physique que leurs collègues masculins. On le sait qu'elles abandonnent davantage leur pratique d'activité physique au moment du passage à la puberté. Alors, il faut les amener à utiliser l'activité physique plus rapidement dans leur vie, dans un contexte de santé globale, hein, pas juste la santé physique, mais comme le dit Chantal, parce que c'est vraiment un déterminant d'épanouissement global puis de santé globale optimale pour les filles. Puis pour nous, qui sommes les spécialistes des filles, si on veut, ou des ados en tout cas, chez Filles Actives, on pense que notre succès repose entre autres sur le fait d'avoir une connaissance fine de cette clientèle cible-là. On les connaît, les ados, alors ces données-là ajoutent certainement au bassin de connaissances qu'on a à propos des filles, puis c'est vraiment très précieux pour nous. On va regarder ces données-là avec grand intérêt. On remarque que malheureusement, là, les filles se démarquent peut-être un peu au désavantage des garçons là, sur plusieurs indicateurs de santé globale, mais la bonne nouvelle, si on peut poursuivre la conversation sous cet angle-là, c'est que chez Filles Actives, on en a des solutions, hein. On a eu la chance de mener un grand projet de recherche avec le soutien de la professeure Marie-Ève Mathieu à l'Université de Montréal, mais avec le soutien aussi de d'autres universités au Québec, où on a réussi à montrer que les filles qui sont inscrites à Filles Actives, hein, ou qui font partie de l'équipe Filles Actives de leur école, quand on regarde le début puis la fin de l'année, on voit qu'elles sont plus nombreuses à atteindre la recommandation en matière d'activité physique en fin d'année. Donc, après avoir reçu le soutien de leur équipe Filles Actives, puis quand on regarde celles qui sont les moins actives, hein, les plus inactives, celles qui ont le plus de difficultés avec cette habitude de vie-là en début d'année, on a vu qu'on réussit avec l'équipe Filles Actives à retarder ou à stopper leur abandon, puis même pour un tiers d'entre elles, à augmenter leur activité physique. Donc, on continue chez Filles Actives, puis avec ces belles données-là, de creuser notre compréhension de cette période bien particulière qui est l'adolescence, pour continuer d'offrir aux filles des chemins, des moyens pour qu'elles aient plus de plaisir avec l'activité physique. Mm-hmm. Donc, le levier de l'activité physique. Merci, Geneviève. Virginie, donc, je le répète, tu es professeure de travail social à l'Université Laval. Ma prochaine question pour toi, ben, d'abord, d'entrée de jeu, là, Chantal nous partageait la donnée concernant la santé, la perception de la santé. J'ai envie que tu nous dises sur le terrain, qu'est-ce que vous êtes en mesure de constater, disons, concernant la santé autant sociale, émotionnelle, même spirituelle dans vos activités? Mais c'est sûr que moi, quand on parle de terrain, là, c'est vraiment en plein air, là, en contexte de nature et d'aventure. Puis pour moi, en fait, l'erreur, je pense qu'on fait de façon générale, c'est
de penser la santé sur deux axes principaux, c'est-à-dire la santé physique ou la santé psychologique. Mais moi, ce que j'ai observé dans ma pratique, puis aussi ce qui est recensé au niveau des travaux portant sur les activités de plein air, c'est que dans ce contexte-là, on va chercher, on peut mobiliser différentes sphères de la santé et on en recense aussi des retombées. Donc, la santé à ce moment-là, ça soit dans différentes dimensions, c'est-à-dire, oui, la santé physique qui est super importante, en fait, puis pour moi, qui est le socle du reste, mais la santé psychologique, la santé émotive, la santé spirituelle. Et donc, en fait, je pense que c'est important de penser la santé de cette façon-là si on veut entrevoir un équilibre global finalement. Et nous, en plein air, une des forces qu'on a quand on travaille dans ce milieu-là, c'est que de façon naturelle, le contexte d'aventure qui est de faire une activité qui va faire en sorte qu'on va être un peu déstabilisé, mais qui va faire en sorte qu'après, on est fier d'avoir réussi, ou on va mobiliser des stratégies pour dire, bon, ben là, si j'ai pas réussi, la prochaine fois, comment je réussis à gravir la montagne ou à surfer la vague ou à descendre cette pente-là en vélo de montagne. Ça va favoriser le développement de la fierté. Puis aussi le fait d'être en contact avec les autres, on va favoriser la santé émotive, la santé sociale et, si je peux me permettre, la santé spirituelle aussi va être aussi mise à profit si on veut, parce que le fait d'être en milieu naturel, le fait d'être dans un environnement qui est plus grand que soi, qu'on ne contrôle pas, qui fait en sorte qu'on doit composer avec, où on peut avoir des réponses au niveau de notre quête de sens, ça peut aussi favoriser la santé spirituelle. Mm. Puis de façon un peu comme la trame de fond de tout ça, ben, c'est de s'activer physiquement. Donc c'est pour ça que le milieu du plein air, nous, ce qu'on observe, c'est que on peut travailler différentes sphères de la santé, puis on va travailler au final l'équilibre global. Mm. Excellent, merci, c'est vraiment intéressant. Maintenant, j'ai une question qui s'adresse ben, un peu à vous, panélistes, mais je vais aussi demander au public de répondre à la question suivante. C'est-à-dire, ça va être une question qui va vous demander un peu d'introspection. Je vous demande, est-ce que, en un mot, en fait, votre plus grand besoin quand vous étiez adolescent ou adolescente, je partage mon écran, on va faire un nuage de mots avec vos réponses et Élodie va partager dans le clavardage le lien vers le Menti. Donc, je partage à l'instant mon écran et je vous invite à utiliser le code QR avec vos téléphones si vous avez des codes QR. Donc, on attend les réponses qui devraient arriver simultanément. Et pendant que les gens répondent, Geneviève et Virginie, je vous demande, est-ce que les besoins, bien d'abord, c'est quoi les besoins selon vous des adolescentes d'aujourd'hui? Puis, dans un deuxième temps, là, je vois les réponses arriver. Est-ce que ces besoins-là sont différents de ce que, ben, de ceux d'aujourd'hui ou c'est davantage l'environnement qui a changé? Donc, est-ce que les besoins sont différents? Je vais y aller avec Virginie, tiens. Ben, c'est une très bonne question. En fait, moi, je dirais que les besoins ne sont peut-être pas si différents, mais que les besoins ont augmenté. Puis pour moi, quand je parle de besoins, en fait, j'irais dans des besoins euh, pour moi, à l'adolescence, ça serait de se sentir accepté avec le corps qu'on a. Puis ce que je trouve aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être une détresse qui est plus grande associée au fait qu'on est en contact avec non pas seulement nos collègues de classe, mais une panoplie de personnes en raison de la présence des médias sociaux, des réseaux sociaux. Donc, est-ce que les besoins ont changé? Peut-être pas, mais est-ce que la détresse est plus grande ou est-ce que la comparaison est plus grande? Je pense que oui. Donc, ce serait ma réponse rapide. Geneviève, est-ce que les besoins ont changé? Et là, c'est fabuleux de voir le nuage de mots là, bouger en même temps. On va essayer d'offrir une réponse qui se tient debout, même si on est très intéressé par l'analyse de ce beau nuage de mots. Mais euh, peut-être que ma réponse va sembler un peu simpliste ou superficielle, mais elle ne l'est pas du tout. En fait, je pense que ce que l'on recherche, hein, c'est de passer une belle journée quand on est une adolescente. On veut vivre des moments plaisants, hein. Le plaisir est quand même au cœur du fait de... Peut-être qu'il y a des parents parmi vous qui nous écoutent, mais on le sent hein, quand notre ado rentre à la maison à la fin de sa journée, même si on est dans une phase où il y a peut-être moins de conversation là, entre l'ado puis les parents, on le sent quand même. Il y a quelque chose qui se dégage de notre ado dans le bonheur qu'elle ressent quand elle a vécu des moments de plaisir, des moments de joie.
Et puis, je pense que je pense pas que c'est un besoin nouveau ni ancien. Je pense que c'est un besoin de tout temps. Puis le plaisir dans le contexte de l'activité physique est particulièrement important. Euh, L'activité physique est souvent accompagnée du concept de motivation, hein. Souvent, on se juge ou on juge notre propre motivation. On se dit, j'aimerais ça être active, mais je suis pas motivée. Puis des fois, on va accoler aussi cette caractéristique-là à notre ado, hein. J'aimerais donc ça qu'elle poursuive son sport ou j'aimerais ça qu'elle vienne avec moi un samedi faire une randonnée, mais elle n'est pas motivée. En fait, la clé de la motivation peut vraiment résider dans le plaisir. Personne n'a le goût de répéter une activité dans laquelle on n'a pas ressenti du fun, du plaisir, de la joie, se sentir bonne, se sentir bien. Alors que quand on a vécu ce plaisir-là dans une activité, quelle qu'elle soit, bien, on va avoir le goût de la répéter demain et après-demain, même si on n'y est pas obligé. Puis ça, il y a quelque chose de vraiment précieux là, hein, parce que les ados, s'il y a quelque chose qu'on sait, c'est aussi qu'elles aiment moins, disons, être obligées à faire ceci ou cela. Donc, elles aiment beaucoup avoir un sentiment d'autonomie, elles aiment faire preuve d'autonomie. Donc, quand on est capable de les aider à trouver du plaisir dans une activité physique, ou une activité culturelle, une activité de loisir, puis tant mieux si c'est une activité physique, bien, on a une clé vers sa motivation à long terme, puis vers le fait d'utiliser l'activité physique comme un outil pour se sentir bien toute sa vie. Hmm. Merci Geneviève, ça fait vraiment écho aux mots qu'on voit apparaître, le plaisir, amis, appartenance, bouger. Virginie, est-ce que tu aurais envie de compléter? Ben non, ben là, c'est parce qu'il y a tellement d'éléments intéressants. Ben oui, en fait, on voit appartenance, amis, socialisation. Pour moi, c'est les valorisations, c'est vraiment les termes là, qui on le sait, là, transcendent les époques, en fait, parce que être affilié fait partie des besoins humains. Donc, tu sais, pour répondre à la question, est-ce que les besoins sont différents aujourd'hui? Ben, on voit qu'évidemment, non, là, ça fait partie de l'espèce humaine en fait, de s'affilier, de se faire reconnaître par autrui, d'avoir une gang, d'avoir des amis. Donc, si je peux capitaliser sur ce que Geneviève dit, ben effectivement, en fait, d'avoir du plaisir puis de se trouver peut-être un groupe dans lequel on se sent bien, je pense que c'est la base et ça n'a pas besoin d'être compétitif pour se sentir bien. Au contraire, on a juste besoin de faire l'activité. Donc, ça serait mon complément. Mhm. Donc, c'est ça. En ce sens-là, finalement, on se rend compte que les besoins n'ont pas tant changé d'hier à aujourd'hui, mais certainement que le contexte a évolué. Donc, je vous demande à vous deux de nous parler du facteur groupe. Ça fait un peu un lien avec, on parlait d'affiliation, de socialisation, mais dans ce que vous voyez sur le terrain, vous êtes souvent en contexte de groupe, peut-être moins en individuel, ou enfin, vous nous direz, mais qu'est-ce que le groupe apporte dans ce que vous proposez? Je vais débuter sur cette question-là pour reprendre le début de ce que je disais précédemment. En fait, c'est ça, c'est que je crois que la société dans laquelle on est aujourd'hui fait en sorte qu'on n'a plus nécessairement, en tout cas en Amérique du Nord ou dans les pays plutôt industrialisés, on a plus ou moins besoin les uns des autres. Donc, quand on se retrouve en milieu naturel, on peut répondre à ces besoins-là d'interdépendance, d'affiliation de façon naturelle, mais aussi de façon authentique. Donc, l'interdépendance repose sur le sens. Donc, on fait des activités dans lesquelles on a réellement besoin les uns des autres. Et c'est pour ça, pour moi, que le plein air, c'est moteur au niveau du développement social et personnel parce qu'on est réellement en interdépendance. Et on répond de façon naturelle à un besoin de l'humain, c'est-à-dire d'être reconnu, accepté, aimé et aussi d'être affilié. Et tout ça ne se fait pas toujours naturellement. Évidemment, on va parler d'intervention, il y a des éléments, des paramètres à mettre en place pour que ça fonctionne, mais il n'en reste pas moins qu'en comparaison d'une tâche qui ne nécessite pas une réelle interdépendance, le plein air va répondre réellement et authentiquement à cet aspect-là. Et je terminerai avec ça. L'autre chose aussi que je trouve importante du facteur groupe et que je trouve intéressante en plein air, c'est que dans une société dans laquelle l'apparence est super importante, on s'entend, c'est normal, on se fie sur l'image pour aller vers. euh,
c'est naturel pour l'humain d'aller ainsi, on est attiré vers. Quand on est en plein air, c'est l'inverse qui se produit après une certaine durée, après un certain nombre de jours, mais aussi après un certain nombre d'activités. Donc, ce qui est important quand tu te ramasses en plein air avec d'autres personnes, c'est pas ce dont tu as l'air, c'est qu'est-ce que tu es capable de faire et ce que tu es capable de faire physiquement, mais aussi psychologiquement, émotivement. Donc, tu n'es peut-être pas la personne qui va partager une embarcation d'un lac à l'autre, mais quand on va être avec toi, on va être bien. Puis ça, c'est important aussi. Fait que c'est pour ça que pour moi, être en groupe, c'est moteur de développement personnel, interpersonnel, mais c'est aussi moteur du développement d'une meilleure société. Puis je trouve qu'aujourd'hui, dans notre contexte citadin, notre contexte urbain, on a moins l'opportunité de vivre ça. Donc, pour moi, de faire du plein air avec des populations, des clientèles étudiantes, quand l'affiliation, l'appartenance, la reconnaissance est super importante, bien, on vient répondre à un besoin de façon authentique et aussi naturelle. Hmm. Merci Virginie, c'est vraiment intéressant. Je trouve que ça fait des beaux liens. Même, on entend de plus en plus parler de l'éducation par la nature, là, tu sais, tant chez les tout petits que chez les jeunes, justement, du secondaire, là, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Donc, ça fait des beaux liens. Merci. Geneviève, Ben l'effet de oui, groupe. oui, c'est ça, l'effet de groupe. Virginie, j'adore ce que tu dis à propos du plein air. Puis nous, on le voit bien concrètement avec nos équipes filles actives, hein, quand les écoles dépassent les murs de l'école, hein, osent faire ça. Des fois, ça prend un petit peu de courage. Il faut un petit peu s'y lancer là, quand on n'est pas un expert, mais les ados en bénéficient énormément, hein. Elles adorent les contextes de plein air. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis peut-être un élément à ajouter, puis je le vois dans le clavardage, Jean-Isabelle nous dit les sports collectifs amènent aussi le facteur groupe d'affiliation. 100% d'accord avec ça, mais là, il faut quand même se le dire, hein, s'il y a certains intervenants scolaires ou des intervenants du milieu du sport ou des loisirs ou du communautaire, il faut se le dire que les sports d'équipe, on a un petit souci de ce côté-là, du point de vue de l'offre, parce que quand on ne possède pas les habiletés, quand il y a 14 places, 12 places, 16 places dans l'équipe, ça fait énormément d'exclusion. Ça fait beaucoup de filles qui aimeraient peut-être participer, prendre part à l'équipe de volleyball, participer et s'essayer, puis partager cet environnement social spécial, hein, qui est celui de faire partie d'une équipe. Mais pour plusieurs filles, ce n'est pas accessible en raison pour toutes sortes de raisons, mais entre autres parce qu'elles sont exclues, parce qu'elles ne possèdent peut-être pas ces habiletés-là. Peut-être que le contexte compétitif ne leur convient pas non plus, ou peut-être que les sports d'équipe ne leur conviennent pas. Fait que tout ça pour dire que quand on est un adulte puis qu'on met en place une offre pour que les filles puissent se développer à travers le sport et l'activité physique, il faut penser à ça. Puis chez Filles Actives, ben, je dois dire, s'il y a une chose là, qu'on fait bien, c'est les amis, c'est la gang, le facteur groupe, le facteur gang, le party aussi qu'on crée autour du sport et de l'activité physique, ça peut faire la différence. Je porte le chandail aujourd'hui simplement parce que les filles qui font partie de l'équipe Filles Actives dans les écoles, même si ce n'est pas les plus en forme, même si elles ont de la difficulté à attraper ou à lancer un ballon, si elles ont le goût de faire partie de l'équipe, elles ont toute leur place, elles reçoivent un chandail, puis ça favorise certainement leur sentiment d'appartenance, qui est si important aussi. Hmm. Excellent, merci. Merci Geneviève. Puis je sais que Filles Actives aussi, vous produisez des outils, notamment pour parler aussi de tous les défis, même de la puberté des filles, tu sais, quand on s'active. Donc, c'est ça, il y a des défis qui sont propres, là, les menstruations, la pilosité, tout ça, vous adressez donc Oui. ces enjeux-là dans vos outils. Donc, c'est des belles pistes à explorer. J'ai envie de vous demander maintenant quels sont les plus grands défis à relever pour améliorer la santé globale des adolescentes et des adolescents du Québec dans les prochaines années, si on tient compte là, des résultats que Chantal nous a présentés. Oui, bien, Chantal nous en a parlé un peu, puis on n'en a pas parlé, là, Virginie et moi, mais il y a quand même un genre d'éléphant dans la pièce, là. C'est toute cette question-là des écrans. Les écrans viennent, en fait, j'oserais dire qu'il faut se placer dans une posture d'humilité encore. On est encore en train de découvrir
quels sont les avantages et les inconvénients des écrans. On ne saisit pas tellement dans quels paramètres. Est-ce vraiment le temps d'écran? Est-ce plutôt le contenu consulté? Est-ce notre façon d'interagir avec les écrans qui pose problème? Et donc, il faut vraiment, en tant qu'expert, se placer dans une position où on en saura plus dans les prochaines années. Donc, continuons d'être à l'écoute, entre autres, des adolescentes qui sont des usagères fréquentes des écrans avec les effets délétères que ça peut leur amener. Mais j'ai le goût aussi de nous dire, ne pointons pas du doigt seulement les adolescentes et leur consommation des écrans. Regardons-nous nous-mêmes en tant qu'adultes. Quelle est notre relation avec les écrans? Chantal nous a montré des résultats qui me rendent un peu inconfortable là, en regard de ce que les ados perçoivent du sentiment de connexion sociale hein, avec les adultes qui les entourent. C'est un peu inquiétant, là, ce volet-là des résultats. Est-ce que les adultes qui entourent les enfants puis les adolescents en ce moment sont dans une posture de disponibilité? Hein, autant pour accueillir des confidences, pour avoir des conversations riches que pour partager des activités qui favorisent l'épanouissement de leurs jeunes. Donc, je dirais que quand on passe aux écrans, on a souvent tendance à être fâché devant nos enfants ou nos adolescents, mais peut-être un petit défi, là, tu l'as posé comme ça, Véronique, la question, un défi à relever, c'est peut-être de se questionner à propos de notre usage des écrans, parce qu'en plus, ça vient diminuer énormément notre quantité d'activité physique totale hein, ou notre quantité d'activité physique d'intensité légère. Hein. Des fois, on peut être un fort utilisateur des écrans, mais y aller quand même à notre cours de Zumba ou à notre pratique de balle molle. Sauf que quand on va arriver à la maison, on va se placer devant l'écran puis on va tomber dans une posture de totale sédentarité. Donc, je dirais que la question des écrans sera un défi pour les prochaines années, pour bien comprendre. Oui. Certainement. Merci, Virginie. Un défi? Un défi. Deux défis, moi, que je vois. Le premier, je pense que c'est d'arrêter de voir l'activité physique comme étant un bonus à notre vie. Pour moi, l'activité physique devrait faire partie des besoins fondamentaux de l'humain, comme manger, dormir, s'abriter. Mais tant qu'on ne changera pas cette posture-là, ce paradigme-là, qui est de le voir comme quelque chose d'extra qu'on doit rentrer dans notre journée si surchargé, on va continuer à engorger les hôpitaux. Et pour moi, ça fait partie des besoins qui sont pour les adolescents ou les défis pour les adolescents, mais pour les adultes, pour les enfants. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va avoir des changements sociétaux. C'est vraiment de concevoir la place de l'activité physique comme un besoin qui fait en sorte que les gens vivent un bien-être global. Puis on peut après peut-être voir ce qui va émerger de ça. Donc ça, c'est un des grands défis que j'ai, que je conçois là, pour les prochaines années. Et le second, c'est au niveau de l'accessibilité, puis ça va un peu avec, c'est que à certains égards, des fois, l'activité physique n'est pas accessible pour tout le monde. Et si on ne change pas notre perception de ce que c'est, on ne pourra pas rendre ça accessible à toutes les tranches de la population, toutes les couches de la société. Donc, je pense que si on n'a pas de politique sociale qui font en sorte qu'on conçoit la santé comme quelque chose de global et dans laquelle la santé physique est hyper importante et devient et le socle du reste, on va encore préserver des inégalités sociales à ce niveau-là. Donc, pour moi, c'est les deux plus grands défis là, à venir. Hein. Excellent, merci. Donc, des beaux défis qui nous attendent, tout le monde qui nous interpelle. Ben, merci. Et donc, après avoir parlé des défis, on va se demander, dans le fond, comment on pourrait formuler des recommandations avec tout ça. Et puis, on aura sans doute le temps de prendre des questions que vous nous avez envoyées en vous inscrivant au webinaire. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier de vos questions vraiment intéressantes. Et voilà, donc on y va tout de suite. Chantal, je commence avec toi, ce troisième bloc. On veut formuler des pistes d'action, des recommandations, mais dis-nous comment les données sont utilisées, les données que l'Institut de la statistique produit. Oui, bien, il faut savoir qu'à la base, là, on réalise cette enquête-là pour le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, les données vont vraiment servir à nourrir le réseau de la santé, elles vont permettre d'orienter les actions, les programmes là, qui sont offerts aux jeunes. Comme l'enquête est réalisée aux 6 ans, donc c'est la 3e édition qu'on a diffusée cette année, ça permet au ministère d'effectuer une surveillance de santé des jeunes. Sinon, c'est sûr que les résultats vont intéresser aussi les parents, le milieu de l'éducation, en fait, toute personne qui côtoie les jeunes ou qui travaille de près avec les jeunes. Il y avait une question dans le chat concernant les données régionales.
on a effectivement des données régionales. Je ne peux pas vous dire là, quelles sont les différences entre les régions. Là. On n'a pas fait cette analyse-là régionale, mais les données sont dans les directions de santé publique, là, sont disponibles dans les directions de santé publique. Donc, vous pouvez peut-être voir de ce côté-là là, pour les consulter. Sinon, ben, j'en profite quand même pour souligner là, que l'ampleur de l'enquête sur la santé des jeunes du secondaire est quand même d'une ampleur inédite au Québec. Là. On dit souvent que les jeunes ne nous parlent pas, puis là, on a 70 000 jeunes qui ont pris le temps de nous parler de leur réalité, de leur perception. Donc, c'est pas rien. Ultimement, l'enquête va servir là, surtout à favoriser leur santé, leur bien-être. Là, c'est ce qui est le plus important là, dans cette enquête-là. Vraiment, ben merci, merci Chantal. Maintenant, ma question pour Geneviève, tiens, je te demande, donc à la lumière de ces résultats-là, quelle politique ou quelle action de santé publique devrait être priorisée selon toi pour répondre aux besoins des adolescents? Ben, peut-être que je vais répondre en deux volets, Véronique. D'abord, les jeunes passent tant de temps à l'école. L'école est un milieu de développement, d'épanouissement, d'apprentissage, oui, mais aussi de relations avec les autres. Alors, pour moi, continuer de valoriser le rôle de l'école, le rôle de tous les intervenants scolaires qui sont formidables et qui contribuent à l'épanouissement puis à la santé globale des jeunes, c'est absolument essentiel. Puis un groupe duquel je pense que c'est important de parler dans la conversation d'aujourd'hui, c'est entre autres les enseignants d'éducation physique et à la santé, qui sont tellement importants parce que, bon, nos profs, les profs d'éduc, hein, ils sont tellement importants parce qu'ils permettent aux jeunes filles, entre autres, qui ont peut-être des petites lacunes du côté des habiletés, hein, à cause de la façon dont on socialise les petites filles. Des fois les petites filles ont plus de difficultés dans leur cours d'éducation physique et à la santé, ils ont plus de difficultés à manipuler des objets, à prendre des bonnes décisions sur le terrain. Et puis parfois, ça va nuire à leur activité physique pendant toute leur vie parce qu'elles vont se trouver pas très bonnes, elles ont de la difficulté à avoir du plaisir. Donc, continuer de s'assurer qu'on valorise le travail des enseignants en EPS, puis le cours d'éducation physique et à la santé en général, c'est super important dans l'école. Donc, ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, ben, tu sais, tu me demandes quel genre de politique ou quelles actions en santé publique on pourrait poser. L'autre chose, c'est, je vais revenir à quelque chose qu'on a abordé un petit peu tantôt, mais tu sais, élargir l'offre. Penser le sport et l'activité physique à l'extérieur de la boîte. Virginie nous parle du plein air. Elle nous dit que faut détruire la façon dont on a peut-être de voir le sport comme un petit morceau séparé de notre journée. Hein. L'activité physique, c'est partout. Mais si on veut intéresser les filles, les adolescentes qui sont particulièrement résistantes là, à adopter cette habitude de vie-là, il faut leur offrir autre chose. Donc, plus de multisports, plus d'offres non compétitives, plus d'offres qui correspondent aussi aux préférences des filles. Hein? Puis les adolescentes, c'est quelque chose d'un peu particulier, mais souvent, elles aiment les activités physiques qui suivent les tendances. C'est comme étrange de dire ça comme ça, mais ça veut dire qu'il faut arriver avec une offre qui n'est pas toujours l'offre de sport traditionnelle, hein, qui va plaire à un certain groupe de filles, mais si on veut aller chercher vraiment les peu et les pas actives, il faut penser vraiment à élargir notre offre le plus possible. Démocratiser. Oui, ben, la rendre plus accessible à toutes, finalement. Excellent, merci. Oui, il y a un commentaire là, qui dit on doit penser à l'accessibilité. Effectivement, ça a été nommé et oui, c'est important parce que tant en termes de lieu, de moment, d'argent, effectivement, c'est pas toujours, ce sont des défis réels. Geneviève, je te demande la prochaine question. Une stratégie qui peut être mise en place pour encourager la participation active des adolescentes dans la promotion de leur propre santé globale ou dans les processus décisionnels. Oui, bien, je vais y aller tout simplement, là. En fait, il faut s'intéresser à elles puis à leurs préférences. Ça a l'air tout simple, tout bête comme ça, mais c'est comme ça. C'est pas parce que moi, je suis une fan de tennis que ça sera la préférence de ma fille. Puis, en tant qu'adulte, si on est parent ou si on est intervenant, se montrer vulnérable, c'est important aussi, c'est-à-dire de montrer que moi aussi, je m'essaie dans une activité dans laquelle je ne serai pas bonne du premier coup. Donc, tu sais, il n'y a rien de pire d'encourager notre fille ou les filles que l'on côtoie dans un contexte professionnel à faire une activité qui ne leur plaît pas. Ça ne fonctionnera pas. Donc, des stratégies bien concrètes, c'est ça. Questionner les adolescentes et régulièrement aussi leur demander qu'est-ce qu'elles ont essayé, qu'est-ce
qu'elles ont le goût d'essayer, puis quelles modalités elles ont le goût de mettre autour de leur pratique, en seul ou en équipe, dehors, à l'intérieur, avec un petit volet compétitif ou pas, avec des garçons, avec moins de garçons, je me permets de le dire. Donc, questionner puis s'intéresser vraiment à leurs besoins puis à leurs préférences. Hmm. Merci. Puis, Virginie, j'ai envie que dans le fond, je vais te poser aussi la question, donc une stratégie. En préparant ce webinaire-là, tu nous avais amené sur le fait qu'en même temps, le genre pour une activité, ce n'était pas nécessairement un garant de succès. Peut-être nous parler de ça un peu. Ben, je sais pas, le genre d'activité. Dans le sens que des fois, on pense que, par exemple, oui, ça peut être un facteur de succès, les activités qui s'adressent aux communautés de filles, mais les activités mixtes, c'est pas, ça plaît aussi à un certain nombre de profils, disons, de Oui. personnes. Ben oui, tu sais, moi, ça va dans le même sens que Geneviève, c'est de dire, ça se peut que la première activité qu'on essaie, on l'aime pas, mais je pense que l'idée, c'est d'essayer une variété d'activités, que ce soit seul, en groupe, avec des gars, avec des filles. Il y a des gens qui sont bien dans des groupes mixtes, il y a des gens qui le sont moins, mais c'est d'essayer pour trouver. Moi, je partirais de qu'est-ce qui me rend fière. Tu sais, je termine l'activité, puis je suis fière de moi. Je suis contente de l'avoir fait. Puis ça va faire en sorte que demain, le facteur qui va faire en sorte que je vais réessayer, c'est pas ça me tente-tu ou ça me tente pas, c'est je vais le faire parce qu'après, je vais être bien puis je vais être fière de moi. Fait que, tu sais, de transcender la motivation avant l'activité. Puis pour moi, ça fait partie de tous les types de genres. Pour toutes les personnes, c'est valide, ça. Donc, je sais pas si ça répond à ta question, puis si c'était dans ce sens-là, mais moi, si on me pose la question, tu sais, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quelle stratégie on peut mettre en place, c'est de trouver, d'essayer différentes choses, différentes activités dans différents contextes, puis de trouver ce qui fait que je me sens bien après, puis ce dont je suis fière, hein. Pour moi, la motivation à faire l'activité, c'est pas nécessairement un facteur décisionnel parce que c'est rare que ça nous tente d'aller courir une demi-heure, c'est rare que ça nous tente d'aller au gym une heure, c'est rare que ça nous tente de prendre notre vélo, le mettre sur la voiture, prendre la voiture. C'est pas un facteur décisionnel pour moi. Ce qui est décisionnel, c'est de dire, je vais y aller parce qu'après, je sais que je vais être bien. Je vais y aller parce qu'après, je sais que je vais être plus productif. Je vais être de meilleure humeur avec mes parents ou avec mes amis ou avec mon chum ou ma blonde. Donc, pour moi, tu sais, une des stratégies qui peuvent être mises en place pour encourager l'activité physique, ça repose plus dans le comment je me sens après, qu'est-ce que ça me donne de faire ça. Et pour moi, peu importe c'est quoi l'activité, elle est valable tant aussi longtemps que ça me met en action, puis que je l'apprécie, puis que je vais être capable de la répéter dans le temps parce que j'aime faire cette activité-là ou pratiquer cette activité-là. Hmm. Excellent, merci. C'est super intéressant. Puis ça fait un beau lien avec une des questions qui nous avait été posée lors de l'inscription. La question, en fait, s'adresse à Geneviève. Est-ce que vous avez, je trouve que ça fait un peu un lien avec ce que tu viens de décrire, Virginie, est-ce que vous avez des connaissances à partager qui concernent la pratique la pratique d'exercice physique intuitive chez les adolescents? Oui, oui, l'activité physique intuitive, mais j'adore cette question-là parce que là, on est vraiment dans l'innovation. Je l'ai dit, si on veut accrocher les filles qui sont peu pas actives, il faut brasser les cartes. Donc, il faut cesser de faire ce qu'on a comme un peu toujours fait et promouvoir l'activité physique comme on l'a toujours promu. Là, si ça ne fonctionne pas auprès d'un certain sous-groupe de filles, il faut en prendre acte puis changer notre façon de voir les choses puis de vendre notre produit formidable, hein, qui est le produit activité physique. Puis c'est là le secret de l'activité physique intuitive. Je pense qu'il y a quelque chose de beau là. Donc, en deux mots, qu'est-ce que c'est que ça, l'activité physique intuitive? Il y en a peut-être qui connaissent sa petite cousine, là, l'alimentation intuitive. C'est qu'en fait, c'est le concept de tout simplement se reconnecter sur nos signaux personnels, sur notre propre signal pour savoir de quelle façon je me sens, puis de quelle façon j'ai le goût de m'activer. Alors, l'avantage de tout ça, c'est que on adopte vraiment un comportement d'activité physique qui prend en compte notre besoin du moment. Puis je pense que chez les filles qui aiment moins le cadre, qui aiment moins s'établir un objectif en matière d'activité physique, il y a vraiment quelque chose là à aller explorer. Puis quelque chose de tout simple, hein. Quand notre ado revient de l'école, puis qu'elle se sent fatiguée, elle nous dit qu'elle est fatiguée.
Il y a différentes sortes de fatigue, hein. Il y a une fatigue physique, vraiment corporelle, qui nous amène à avoir le goût de nous reposer, hein, nous écraser sur le divan puis à dormir. C'est parfait si c'est une fatigue physique que l'on ressent. D'un autre côté, si c'est une fatigue intellectuelle, hein, ou une fatigue de l'écran, une fatigue virtuelle, une fatigue de relations sociales, si je m'installe sur le divan puis que je défile mon fil Instagram, ça ne m'amènera pas un sentiment de repos. Je ne me sentirai pas énergisée par ce comportement-là. À l'inverse, si je vais tout simplement prendre une marche dehors, bien à ce moment-là, je peux être énergisée pour avoir l'énergie que ça me prendra pour étudier, faire mes devoirs ou être en relation avec ma famille ensuite. Donc, c'est ça, en fait, l'activité physique intuitive. C'est de réaliser quel est mon besoin, de quelle façon mon corps parle, qu'est-ce qu'il me dit et comment je peux répondre à son besoin. Hmm. Super intéressant, ça nous amène sur la connaissance de soi là, qu'il faut, j'imagine. Bien que l'activité physique puis le plein air permet, je pense qu'on apprend à se connaître puis à voir ses défis, ses forces. Donc, c'est parfait. Bien, merci, c'est super intéressant comme pratique. Une autre question du public, en fait, qui nous amenait sur, Chantal, la question va s'adresser à toi, qui nous amenait un peu sur, est-ce qu'il y a des indicateurs qui ont un effet protecteur? Tu sais, est-ce que vous êtes capable de dire il y a c'est ça, des indicateurs qui permettent d'avoir un effet protecteur sur la santé des adolescents et des adolescentes? Je reviendrai sur ce qu'on a dit plus tôt là, dans le webinaire. Donc, effectivement, ce qu'on a vu, c'est que le soutien social avait vraiment une influence sur plusieurs indicateurs de santé, là, que ce soit la prise du petit déjeuner, l'activité physique. En tout cas, il y en a énormément. Donc, oui, le soutien des parents, mais aussi de la famille, le soutien de la communauté, de l'école, ça semble être important, là, avoir une incidence, un effet protecteur là, sur les indicateurs de santé. Hmm. Donc, réitérer l'importance du soutien Du soutien, oui, de l'entourage. de l'entourage. Et parmi ce soutien-là, une dernière question qui nous est arrivée dans le clavardage, et là, je vous la lance. Je ne sais pas si vous allez avoir des éléments de réponse, mais qui concerne le milieu municipal. Est-ce que le milieu municipal est, comment le milieu municipal pourrait être interpellé, ne serait dans ses infrastructures, dans son offre? Bien, pour promouvoir l'activité physique, moi, je pense que il faut penser aussi nos villes autrement. Là, je vais aller vraiment dans l'exposition à la nature on sait qu'on n'a pas besoin d'aller en expédition. Pendant 3, 4, 20 jours, un mois pour ressentir des bénéfices physiologiques et psychologiques et sociaux à être en nature. Donc, c'est sûr que de ma perspective à moi, vous me demandez ça à moi qui passe ses journées, sa carrière à réfléchir à l'intégration de la nature dans différentes sphères de nos vies et de l'aventure, ben, pour l'aventure en municipalité, c'est un peu plus difficile. Maintenant, si on réfléchissait nos villes autrement, si on favorisait en fait les méthodes de transport actifs. Donc, si on avait des villes qui avaient des pistes cyclables et même, je vais aller plus loin, l'hiver, si on pouvait faire nos trajets en ski de fond, OK? Ben, on aurait déjà une façon d'incorporer l'activité physique à nos vies de façon plus naturelle. Donc, pour moi, oui, une responsabilité collective au niveau de la façon dont on conçoit aussi nos environnements de vie, parce que de partir, parce que là, dépendant des régions dans lesquelles on habite, il y en a pour qui la nature est plus à proximité, c'est plus facile d'aller faire une randonnée pédestre. Mais quand on habite en milieu urbain, c'est plus difficile d'intégrer tout ça. Et si on sait que la nature a une incidence majeure sur la santé psychologique, le bien-être, même la santé physiologique, donc au niveau des taux d'anxiété, des indicateurs de stress comme les taux de cortisol, sur l'anxiété, les symptômes de dépression, mais on se doit, moi je pense que c'est une responsabilité collective qu'on a d'envisager nos environnements à proximité de façon différente. Donc là, je parle de transport actif, mais je vais parler aussi de verdure, d'avoir des parcs avec des structures en bois, dans des matériaux qui nous réfèrent plus au milieu naturel. Donc, ça, c'est ma perspective. Là, je pourrais partir pendant longtemps. Je vais m'arrêter là pour donner de l'espace à mes collègues, mais en ce sens-là, je ne veux pas remettre la responsabilité aux municipalités, mais je crois que collectivement, comme société, on doit se questionner sur comment on envisage notre société dans l'avenir au bénéfice de la santé des populations. Puis pour moi, ça, c'est majeur, majeur, là. C'est dans des propos qui doivent être adressés sous peu, là.
Merci, Virginie. Oui, Geneviève, je te laisse compléter. Je vois que tu veux ajouter. Ben, peut-être compléter un peu le monde municipal ou en tout cas le secteur des loisirs municipaux. C'est vraiment un lieu formidable de pratique de sport et d'activité physique duquel on peut bénéficier toute notre vie, hein. Alors, tant mieux si les adolescentes continuent à utiliser des fois des installations qu'elles utilisaient quand elles étaient petites, hein. Peut-être qu'elles allaient à la piscine suivre des cours de natation, puis soudain, elles ont l'impression que c'est plus pour elles, puis elles vont y revenir à 35 ans pour un cours de conditionnement physique sur musique, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour plaire aux filles dans cette période-là? J'ai le goût de nommer trois petites choses, hein. Ce n'est pas nécessairement simple, mais je me permets de les nommer. Premièrement, s'assurer que les filles se sentent en sécurité, hein, dans les installations. Donc, pensez à la lumière, hein, en fin de journée, à 3 à 15 heures, là, il fait noir. Donc, pour que les parents puis que les familles envoient en toute perception de sécurité leurs ados profiter de ces installations-là, il faut que la perception de sécurité soit là. Donc, l'éclairage, est-ce que les supports à vélo sont très, très loin de la porte, proche de la porte, près d'une lumière? Première chose importante. Deuxièmement, une chose qu'on sait à propos des barrières à l'activité physique des filles, parfois, c'est le fait qu'elles ont pas, elles n'aiment pas avoir chaud, transpirer, puis après ça, pas savoir si elles pourront se rafraîchir après. Peut-être un peu, quand on est capable, soigner les vestiaires, s'assurer encore une fois que la sécurité est bien correcte, là. Les aspects sécuritaires sont réfléchis, mais aussi que c'est propre, que c'est un peu mignon, que les filles ont le goût de fréquenter le vestiaire pour ensuite se rafraîchir puis passer à leur prochaine activité. Puis le dernier élément que je peux nommer peut-être, c'est par rapport à l'offre, j'y reviens encore une fois, mais là, c'est pas simple du côté de l'offre parce qu'en tant que parent, en tant que famille, on ne le sait même pas peut-être qu'il y a moyen de s'inscrire à une activité qui est non compétitive. Des fois, nos ados, ils auraient le goût là, de s'essayer au badminton, mais pas faire partie d'une ligue de badminton, puis gagner, perdre, puis tout ça, juste échanger au volleyball. Est-ce qu'il existe ces moments-là où on peut envoyer nos ados louer, tu sais, avoir accès à des terrains ou savoir qu'il y a d'autres filles qui vont avoir le goût de jouer avec elles, mais pas dans un contexte de ligue, puis tout ça. Donc, la sécurité, les vestiaires, puis promouvoir une offre qui serait peut-être non compétitive. Excellent. Des excellentes pistes d'action et des belles idées pour des recommandations. Je vous remercie vraiment de vos belles idées. Et je vous remercie, public, de vos questions lors de l'inscription. Vraiment, ça a été très enrichissant. Ce sera maintenant le temps de conclure. Alors, on veut vous remercier. On constate que le sujet interpelle donc autant les parents, les citoyens, le milieu de la santé, le milieu communautaire. Ce sera intéressant, certainement, de suivre la quatrième édition de l'évolution, de la nouvelle mise à jour qui aura lieu, j'imagine, dans 5 ans de l'enquête. Donc, merci. Avant de se quitter, on voudrait connaître votre appréciation de ce webinaire. Alors, Élodie, dans le clavardage, pardon, va mettre un lien vers un très court questionnaire. On apprécierait que vous le remplissiez pour avoir votre feedback. Et par ailleurs, sachez qu'en le remplissant, vous allez avoir la chance de gagner un magnifique chandail de la mobilisation de la lancée. Donc, nous ferons le tirage le 20 décembre. Donc, en terminant, je veux vous rappeler de consulter la page de ressources qui sera mise à jour sous peu, donc avec le lien d'enregistrement du webinaire. Mais là, déjà, vous allez pouvoir consulter notamment des ressources pour les parents, pour les intervenants, des ressources évidemment de filles actives, des recherches de Virginie, le rapport complet de l'Institut de la statistique du Québec. Et puis, ça va être mis dans cette page-là pour toutes vous rassembler les ressources au même endroit. Je termine en remerciant vraiment nos formidables panélistes. Merci vraiment à vous trois d'avoir été avec nous. Merci Chantal, à toi et ton équipe de nous avoir dressé un beau portrait de la situation avec les données toutes fraîches de l'Institut. Merci Virginie, Geneviève. Merci de nous avoir communiqué votre œil du terrain et de la recherche. Alors, je vous souhaite une très belle journée et je vous invite à vous inscrire à notre infolettre et ce sera un grand plaisir de vous retrouver en 2025. Merci. Merci, bon après-midi. Merci. Merci.